Merci. Est-ce que ça marche au niveau du micro? Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Donc je suis très honorée d'avoir été invitée. J'aimerais remercier la LDH et Marie-Christine Vergia en particulier. Donc ce que Marie-Christine m'a demandé, c'est de vous proposer une clarification conceptuelle de ces fameuses notions de sexe et de genre. Une clarification que j'avais opérée dans le cadre de ma thèse de doctorat qui date un peu. Je l'ai défendue en 2007. Mais en la revisitant, en fait, dans le cadre de cette université d'automne, ce que j'essaye de faire, c'est au fond de resituer ma réflexion de l'époque en fonction de questions qui sont des questions tout à fait, il me semble, d'actualité, et en particulier sur les questions d'identité transgenre. Donc je vais essayer au fond de vous proposer un certain nombre de clarifications conceptuelles par rapport à cette question-là. Et mon objectif, ce n'est pas de vous proposer une position de type politique. Ce n'est pas un travail du tout politique que j'ai effectué, c'est simplement une analyse conceptuelle. En sociologie, on peut faire des enquêtes empiriques, j'en fais en ce moment. Je suis ethnographe dans un EHPAD, mais on peut aussi opérer ce qu'on appelle des enquêtes conceptuelles. Et c'est vraiment une enquête conceptuelle que je vous propose aujourd'hui, et que moi j'avais à l'époque opéré parce que j'analysais du discours médiatique et je n'avais pas les outils à disposition pour le faire. Donc je me suis au fond taillé un outil à la mesure de mon terrain de l'époque. Alors, à l'orée de mon intervention et afin de préciser les questions qu'elle va tenter de déplier, j'aimerais m'arrêter sur une séquence qui donne à voir une façon possible de se rapporter en tant que femme au féminisme. Cette séquence introduit une capsule vidéo que l'Université de Lausanne a publiée en avril 2021 pour faire découvrir les travaux de l'une de ses membres. Au moment de parler de ses motivations à développer une sociologie des mouvements féministes, la chercheuse interviewée avance que ces raisons politiques et sociales sont aussi des raisons personnelles, à savoir des raisons qui sont les siennes, je cite, en tant que personne identifiée comme femme et s'identifiant comme femme. Cette déclaration met parfaitement en évidence ce qui constitue tout à la fois la justification des théories féministes, des études de genre et leurs problèmes. Car la catégorie de femme a, dans les théories féministes, ce double visage. Plus précisément, si les théories féministes se sont définies en prenant pour fondement la catégorie de femme, elles ont aussi très vite questionné non seulement leur rapport à la catégorie, mais la catégorie elle-même, afin de la déconstruire et de la dénaturaliser dans tous ses aspects. En l'occurrence, la déclaration de cette chercheuse assimile l'identité pour soi du sujet femme à une catégorisation identitaire que l'on s'applique à soi-même comme si l'on était étranger à soi. S'y manifeste une mise à distance de la catégorie de femme qui surprend. La féministe qui parle est en effet dans l'incapacité de dire, en parlant d'elle-même, qu'elle est une femme. Sa prise de parole laisse aussi entendre que l'identification à une catégorie de sexe se produit en dehors des corps. En effet, pour autant qu'il s'identifie comme tel, le sujet féministe qu'il parle aurait pu tout aussi bien être un homme. Un tel rapport à la catégorie de femme est celui du sujet féministe troublé. C'est comme cela que je l'appelle. Ancré dans les réalités contemporaines, il est sans doute, pour partie, une émanation des politiques dites de l'identité. Dans tous les cas, il met en œuvre un type particulier de culturalisme qui nie la perception, le percepte, et soumet la réalité du monde à l'autorité d'un sujet qui dit le réel. Ce qui l'anime est un positionnement moral qui fait état d'un souci fort louable d'élargir la catégorie de femmes pour y inclure les femmes trans. Dans l'entretien qu'elle a accordé à The Guardian en 2021, Judith Butler a plaidé la nécessité d'un tel geste de façon très convaincante.
Or, loin d'y contribuer, le culturalisme du sujet féministe troublé est un obstacle à l'élargissement de la catégorie de femmes. Aussi, la question vaut la peine d'être posée, et je vous la pose, je me la pose. Pourquoi faudrait-il, pour poursuivre le projet de dénaturalisation de la différence sexuelle porté par les théories féministes et par le mouvement féministe, renoncer à tenir compte du sexe et donc de la dimension matérielle ou biologique de notre corporéité? En d'autres termes, sommes-nous tenus de nous débarrasser du sexe pour montrer que l'organisation des rapports sociaux en fonction du sexe, avec les hiérarchies, les divisions et les inégalités qui lui sont propres, doit tout à la société? Le sexe, et plus précisément la distinction entre sexe et genre, a fait l'objet d'intenses discussions au sein des théories féministes dès la fin des années 1980. En 2007, au moment où je terminais ma thèse, cette distinction prédominait encore. Aujourd'hui, elle a quasiment disparu des débats, alors même qu'évincer la distinction entre sexe et genre met à mal le jeu de langage qui est le seul à pouvoir mettre en forme les futurs progressistes auxquels, à la suite de Judith Butler, nous pouvons aspirer. Et ici, je rappelle que ce matin, un intervenant parlait de la disparition des genres. C'est à l'appui de cet argument que je vais à présent me pencher sur la façon dont les thèses d'Anne Oakley, Simone de Beauvoir et Christine Delphi proposent, chacune à leur manière, un arrangement différent de la distinction entre sexe et genre et de son articulation à la dichotomie entre nature et culture. Donc, première thèse, la thèse d'Anne Oakley. Anne Oakley est à l'origine de la métaphore du genre comme construction sociale du sexe. L'ouvrage qu'elle publie en 1972, Sex, Gender and Society, part du constat de l'existence du sexe, à savoir d'une différence biologique entre hommes et femmes. À cet égard, les découvertes de la génétique ou de l'endocrinologie sont autant de faits indiscutables qui permettent pour Oakley d'établir les contours du sexe biologique. Toutefois, la définition du sexe à laquelle Anne Oakley se réfère fait état d'une conception positiviste de la nature. Si l'existence avérée du sexe lui permet de dégager un lieu où arrimer des différences sexuelles d'ordre social, c'est en effet parce qu'elle conçoit la nature comme une substance sans forme. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, Oakley peut bâtir son argumentation sur une opposition entre nature et culture. Dans la mesure où la différence par sexe, qu'elle soit d'ordre anatomique, hormonal ou chromosomique, n'explique pas l'ensemble des différences de traitement et de comportement des hommes et des femmes vivant en société, il faut bien, avance-t-elle, faire l'hypothèse d'une explication par la culture. En ce sens, Oakley fonde la réalité du genre qu'il lui reste à fabriquer à partir du constat de la réalité d'ores et déjà donnée du sexe. À cet égard, que l'interprétation culturelle du sexe prenne des valeurs et des significations différentes au sein de la pluralité des sociétés humaines étudiées par les anthropologues prouve, selon elle, la réalité du genre. Quant au cas des intersexuels, qu'elle mobilise également, il est mobilisé pour asseoir la réalité du genre. Et même, puisque le déterminisme du genre prédomine pour Oakley, le déterminisme du sexe, le cas des intersexuels lui permet d'avancer que, d'un point de vue sociologique, seul le genre est pertinent. Le raisonnement d'Oakley, qui paraît contre-intuitif aujourd'hui, est le suivant. Si le sexe biologique est normalement double, il peut être triple pour inclure, en plus du féminin et du masculin, le masculin et le féminin. Or, affirme Oakley, le genre est toujours binaire dans la mesure où il n'y a, sur le plan des identités sociales, jamais que des hommes et des femmes. Deuxième thèse, la thèse de Simone de Beauvoir. La thèse que Simone de Beauvoir met en forme dans le deuxième sexe
permet de déjouer l'économie de la différence sexuelle établie par Oakley, au sein de laquelle le genre existe en raison du sexe. Et cette thèse, à cet égard, ferait la voie à l'élargissement de la catégorie de femmes. Plus précisément, le genre, chez Simone de Beauvoir, s'émancipe du sexe et se présente comme le genre d'un sujet, celui du sujet femme. On le sait, Simone de Beauvoir fait du processus de reconnaissance la condition de la constitution du sujet, de tout sujet. Pour elle, je cite, « le sujet ne se pose qu'en s'opposant ». Or, en raison du rôle joué par les femmes dans la reproduction, le sujet femme, qui entrerait dans ce processus de reconnaissance, n'y participe pas, selon elle, au même titre que le sujet homme. Plus précisément, le rapport entre femmes et hommes se caractérise par la non-réciprocité et l'asymétrie. Cette asymétrie ne saurait pourtant fonder une domination. Et ici, je rappelle que la philosophe Michel Ledoff avait écrit dans un texte qui est peut-être plus lu aujourd'hui, que Simone de Beauvoir avait essayé de tenter, au fond, de trouver l'origine de l'oppression des femmes, qu'elle avait échoué et que cet échec était sans doute, au fond, le plus grand succès de l'ouvrage. Je trouve que c'est une réflexion intéressante à garder en tête aujourd'hui. Alors, pourquoi cette asymétrie ne saurait fonder une domination ? Pour Beauvoir, la différence biologique entre les sexes ne conduit pas en elle-même à la subordination des femmes, car le corps sexué est un corps sexué toujours situé, comme l'a rappelé tout à l'heure Arlette, c'est-à-dire un corps historique toujours et déjà culturellement investi. En ce sens, et je cite Simone de Beauvoir, « les individus ne sont jamais abandonnés à leur nature ». Mais le sujet, pour Simone de Beauvoir, est aussi constituant, à savoir un sujet femme, le sujet femme en devenir. Aussi, le corps sexué n'est pas seulement situé, il est lui-même une situation, je cite, notre prise sur le monde, à partir de laquelle le sujet se projette. En faisant de la relation d'intersubjectivité le lieu où s'organise la différence sexuelle, Simone de Beauvoir transforme radicalement la définition du genre d'Oakley. En effet, émancipé du sexe est conçu comme un mode culturel situé d'être un corps sexué, le genre, chez Simone de Beauvoir, se déploie selon une logique temporelle. Il est un processus de recréation permanente engagé par le sujet lui-même. En conséquence, les identités de genre ne sont pas contraintes par le respect d'une stricte correspondance entre sexe et genre, et leurs mises en forme sont susceptibles d'outrepasser un modèle incarnant une conception binaire du masculin et du féminin. Troisième thèse, la thèse de Christine Delphy. Puisque le sexe ne détermine pas le genre, comment expliquer que le sexe et le genre se tiennent pourtant, en général, dans une relation de correspondance ? C'est pour dénouer cette question, laissée sans réponse, que Christine Delphy avance que le genre relève d'une logique socio-politique. Plus précisément, dans la conception qu'elle défend, le genre fait du sexe biologique et plus précisément de la différence anatomique un marqueur significatif et pertinent de la différence. À ce titre, pour Delphy, le genre, c'est ce qui divise les individus en deux catégories de sexe hiérarchiquement organisées. Le genre, chez Delphy, est donc un mode de division ou de différenciation de la société dont le sexe anatomique est le critère. Par suite, les catégories de sexe, qui ne doivent pas être confondues avec des indus empiriques,
Jean et Maria, par exemple, sont des catégories de personnes ou des statuts sociaux. La thèse de Delphi permet de dénaturaliser ce qui semble aller de soi dans l'organisation sociale des relations entre hommes et femmes. De concevoir, par exemple, que ce n'est pas parce qu'elles sont des femmes que ce sont les individus de sexe féminin qui, généralement, effectuent les tâches domestiques. Au contraire, ces individus sont des femmes parce qu'elles réalisent les tâches domestiques. C'est dire qu'avec Delphi, on parvient à penser que ce sont les actions et les relations, ou les organisations, pour faire référence à la conférence de tout à l'heure, que ce sont les actions, les relations ou les organisations des individus en société qui ont un genre, qui produisent de la différence en fonction du sexe. En revanche, il y a toujours un « mais » dans mes propos, à défaut de penser l'individu comme un sujet agissant, comme Simone de Beauvoir, et d'appréhender le genre aussi comme un mode d'être culturel, Delphi ne décrit que la bidivision par catégorie de sexe originale, celle qui fonde la vie en société et se produit à la naissance via l'attribution d'une catégorie de sexe à un enfant. Or, le processus de différenciation, de division par catégorie de sexe des individus en fonction du sexe anatomique relève d'un processus continu de constitution. En cela, que ce processus soit réitéré à l'identique tout au long de la vie ou qu'il trouve à se refigurer dans une autre catégorie de sexe, peu importe, ce processus est un processus continu. Par ailleurs, le sexe ne peut à lui seul porter l'idée d'une binarité biologique brute qui serait présociale. En effet, comme le montre le cas des personnes intersexes qui avaient mobilisé Oakley, le sexe anatomique peut parfois être féminin et masculin. Il peut aussi faire l'objet d'une reconstruction chirurgicale et donc s'avérer féminin ou masculin par l'intermédiaire d'une activité proprement humaine. On peut alors, à partir de ces deux points aveugles, déplacer la réflexion de la façon suivante. Nous ne sommes pas obligés de concevoir le sexe comme une réalité biologique naturellement dichotomique. Nous gagnerons même à considérer plutôt que le sexe anatomique dichotomique signifie pour nous le sexe. Et nous gagnerons donc à considérer que cette opération de signification est l'opération cognitive par laquelle nous, les modernes, appréhendons et réaffirmons quotidiennement, en pratique et sans même y penser, la dimension que nous tenons pour naturelle de la différence sexuelle. Au terme de ce parcours très rapide dans les thèses d'Anne Oakley, Simone de Beauvoir et Christine Delphi, il apparaît que se débarrasser du sexe, et du genre également, est voué à rester une tentative vaine. C'est pourquoi les impasses respectives de ces trois thèses devraient nous conduire à aborder la différence sexuelle moins comme un phénomène à déconstruire que comme une institution de sens impersonnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais l'exposer. À ce titre, en tant qu'institution de sens impersonnel, la différence sexuelle est une différence à la fois culturelle et naturelle, dans le sens où les idées du sexe et du genre font partie intégrante du jeu de langage dans lequel se pensent et s'interprètent dans nos sociétés contemporaines toutes les identités de genre. Dans tous les cas, c'est ce jeu de langage qui a permis à la lanceuse d'alerte Chelsea Manning de performer une transition de genre dans l'espace public médiatique le 22 août 2013, à la fin de son procès.
Donc Chelsea Manning est cette lanceuse d'alerte qui était liée à Wikileaks, qui avait dénoncé en publiant des vidéos la guerre en Irak telle qu'elle était menée par les États-Unis. Plus précisément, c'est par une autocatégorisation que le processus de transition de genre de Chelsea Manning a été initié au tout début. Je suis une femme. Dorénavant, je souhaite que vous m'appeliez Chelsea et que vous fassiez référence à moi avec le pronom « elle », avait en effet déclaré le soldat Bradley Manning. Certes, le corps de Bradley Manning, ce soldat, ne pouvait pas fonctionner comme le référent direct du nom propre de Chelsea Manning. Ce corps masculin, restait néanmoins la surface visuelle à partir de laquelle le corps féminin de Chelsea Manning pouvait se projeter et être donné à voir au public de l'émission de télévision de la NBC. En l'occurrence, ce fut par le biais de la monstration d'un selfie de Manning travesti en femme qui circulait déjà depuis quelques jours sur Internet. C'est aussi ce même jeu de langage qui autorise, à son tour, une médecin à constater que le manque de connaissances concernant la santé des personnes trans peut conduire, je cite, à soigner la cystite d'une femme transgenre qui reste porteuse d'une prostate de la même manière que l'on soignerait cette infection chez une femme cisgenre. Ce jeu de langage de la différence sexuelle a sa propre grammaire. Cette grammaire fournit un ensemble de croyances, de significations communes, de règles et de principes de validité qui s'imposent à quiconque et définissent un arrière-plan d'attente normative partagée à la manière donc d'une institution impersonnelle. Par exemple, pour chacun d'entre nous, les catégories de sexe possèdent et devraient posséder une visibilité ordinaire immédiate. Elles ne sont liées à aucune scène de la vie sociale en particulier, mais sont présentes partout, dans la famille, au travail, etc. Du moins, potentiellement. Elles sont par ailleurs applicables à toute personne, en tout temps, et ceci, même après la mort. Parmi ces attentes normatives, il faut le souligner, certaines sont susceptibles de connaître des transformations historiques. C'est particulièrement le cas de la binarité et de la constance des catégories de sexe, dont la pesanteur tend aujourd'hui à faiblir. La recomposition ou composition de nos attentes normatives quant à ce que sont et devraient être les catégories de sexe médiatise bien sûr notre capacité à performer une identité de genre. Mais si ces performances identitaires peuvent avoir lieu, c'est précisément parce qu'il y a toujours un écart entre le pronom personnel « je », qui marque l'identité du sujet à la première personne, et la catégorie de sexe qui pourrait représenter ce sujet pour autrui, et pour soi également. Aussi, je vais conclure en reprenant les mots de la philosophe féministe belge Françoise Collin. Si je suis une femme, je n'ai pas une femme. Quand l'on y réfléchit bien, un tel rapport à la catégorie de femme est le plus réaliste. Il est aussi le plus politique. En effet, c'est celui qui, tout en ouvrant la voie à l'émancipation au sujet féminin, rend également possible l'élargissement de la catégorie de femme au sujet trans.